Poséidon chez les Grecs, alias Neptune chez les Romains, était le dieu des eaux, le dieu de la mer. Il était redoutable et symbolisait la mer déchaînée. Il faisait tressaillir la terre et mettait les flots en branle. Neptune était le dieu des tremblements de terre. On croyait dans l'Antiquité que ceux-ci tiraient leur origine du mouvement de la mer. Le comportement presque pervers de Neptune inspirait la crainte chez les hommes. Son attribut qui l'accompagnait en permanence était le trident. Poséidon, Neptune, fut le dieu tutélaire de l'Atlantide, cette île extraordinaire dont Platon nous a conté l'histoire. Le dieu l'aménagea, l'embellit, y installa les enfants qu'il avait eus d'une mortelle. Le palais du Louvre fut une des résidences majeures des rois de France. Ses péripéties architecturales s'étendent de Philippe Auguste à Napoléon III pendant une durée de plus de 6 siècles. Dans la cour carrée, nous découvrons une statue de Neptune du XVIe siècle signée Jean Goujon. Elle appartient à un ensemble assez conséquent, avec une allégorie de la paix ou de l'abondance, le dieu Bacchus, le dieu Pan et la déesse de l'agriculture et de la moisson, Cérès. Ce genre de référence à la mythologie gréco-romaine, en apparence anodine, contient toujours un niveau profond et symbolique. La royauté orne ses châteaux d'une décoration porteuse d'un code secret pour transmettre les secrets ancestraux. Le tableau plante le décor de ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous postulons que la mythologie évoque de façon romancée un monde ancien qui a vraiment existé. Les dieux vivaient sur la terre. La corne d'abondance, la guirlande de fruits, sous-entendent une civilisation riche et florissante. Le dieu Pan semble heureux de vivre. On remarque les discrètes cornes sur la tête de la femme ailée. Elles peuvent indiquer un côté animal, primaire concernant cet être. On pourrait aussi poser l'hypothèse qu'il existait sur la Terre des créatures hybrides. La décadence morale régnait sur ce monde qui allait être anéanti par le déluge, un événement narré dans toutes les traditions. Cela se passait pendant l'ère astrologique du lion. Voir ma vidéo Homme Lion et Sphinx de Gizeh. Cérès symbolise la moisson, déjà un événement important de l'activité agricole. On coupe et on va stocker le grain nourricier. Le thème de la moisson se retrouve dans le livre de l'Apocalypse. La terre sera moissonnée à la fin du cycle, à la fin des temps, avec force, catastrophe et jugement des âmes, si l'on en croit le texte. Bacchus est le dieu du vin et de la vigne, de la débauche aussi, puisque les bacchanales, les fêtes célébrées en son honneur, n'étaient pas exemptes d'excès d'alcool et de sexe. Son visage est peu harmonieux. Le raisin évoque la vendange, la récolte du fruit de la vigne qui donnera par la fermentation les boissons alcoolisées. Dans la Bible, en Isaïe 63, Dieu est le vendangeur punisseur aux vêtements tachés de sang. Le dieu Pan, à jambes de bouc et flûte de Pan justement, porte un rameau de chêne pour signifier qu'il est enchaîné à son destin. Les eaux du déluge vont en effet être envoyées par Dieu en colère. Le dieu Neptune semble étrangement bâti. Il n'a pas de cou, son corps paraît massif et sans contour précis. Son visage au regard éteint est celui d'un moribond. Il est accompagné de 3 vases qui versent de l'eau. Cette eau a la même apparence que la longue barbe qui descend sur sa poitrine et son ventre. Pourquoi ? Parce que le verbe barber signifiait tromper. On doit comprendre que cette sculpture cache un message important. Le dieu peut être perçu comme un cadavre flottant entre 2 eaux, à la suite d'un déluge par exemple. Ainsi, ce tableau général, comme d'autres dans la cour carrée, nous parle d'un monde mythique, préhistorique, insouciant et décadent, qui allait finir sous les eaux du déluge.
Le philosophe grec Platon fut quasiment le premier à écrire sur l'Atlantide dans ses livres Timée et Critias. Il raconta qu'il avait existé des milliers d'années avant lui une île devant le détroit de Gibraltar. Sur cette terre accueillante, une civilisation idyllique s'était développée. Avec le temps, les mœurs se corrompirent, les Atlantes devinrent violents, ils avaient conquis un vaste empire en Afrique du Nord et en Europe. Voyant le délabrement moral des Atlantes, Zeus réunit les dieux pour statuer à leur sujet. Il fut décidé de châtier ce peuple avili. Un effroyable cataclysme survint qui entraîna l'île Atlantide au fond de l'océan. Les jardins du château de Versailles comportent une statue de Platon. Il regarde en direction de 2 vases. Un est doré et consacré au char de Neptune et de son épouse Amphitrite. L'autre vase est en marbre et gravé d'un trident. Cet alignement met discrètement en rapport Platon, l'inventeur de l'Atlantide, avec Neptune, le dieu de l'Atlantide. Cela présuppose que la royauté possédait des secrets concernant l'île mythique. Toujours à Versailles, le bassin de Neptune met en scène le groupe statuaire de Neptune et Amphitrite. Le dieu brandit son trident d'une façon particulière, qui est non apparente au premier coup d'œil. La position des mains sous-entend que le dieu va frapper avec le bout du manche, en faisant pivoter l'objet. Ce sera un coup surprenant et dévastateur qui va détruire l'Atlantide. Un jeu de mots appuie cette hypothèse, puisqu'en ancien français, le mot « bout » avait le sens dynamique de « coup ». Derrière le couple divin, une tête monstrueuse semble perchée sur la crête d'une vague. Elle symbolise les méfaits provoqués par l'eau, comme un tsunami. On trouve au musée du Louvre une petite statue du dieu des mers, de la main de Lambert Sigisbert Adam, le créateur du Neptune de Versailles. Le nom de cette œuvre est trompeur, Neptune calmant les flots irrités. En fait, la thématique précédente est confirmée. Le dieu brandit fermement son trident. Il vient de renverser son fils Triton qui l'enjambe. Un pied est posé sur une conque. Triton avait l'habitude de souffler dedans pour annoncer le char de son père. Neptune s'est retourné contre son royaume terrestre et contre sa progéniture. C'est le symbole de la destruction de l'Atlantide. Au château de Vaux-le-Vicomte se trouve la copie d'une statue de Michel Anguier, un sculpteur en chef de Louis XIV. L'artiste a immortalisé un Neptune en pleine action. On imagine facilement que le dieu a une arme dans la main droite et qu'il s'apprête à frapper, à sabrer en un large geste d'extension. L'instant figé dans le marbre est le même que celui de la statue du bassin de Neptune. Le message est complété par 3 jeux de mots sous-jacents. 1. Le dieu manipule une grande écharpe pour indiquer qu'il est dans l'action d'écharper, c'est-à-dire de blesser grièvement avec un objet tranchant. 2. Si le tissu est vu comme un drap, le sens de ce mot en tant que linceul prend toute son importance. Après la catastrophe aquatique, les Atlantes sont symboliquement dans un linceul. 3. Si l'on voit le tissu comme une cape ou un long manteau, nous en venons au mot chape, qui couvrait ces acceptions-là. Ce mot nous oriente vers le mot chapelet, qui avait le sens de frapper durement, tailler en pièces. Il est donc évident que le dieu Neptune fait le geste de frapper. La sculpture le montre dans son acte belliqueux. Neptune était aussi le dieu du cheval. Il en était le créateur. Ici, il terrasse un cheval de mer, c'est-à-dire que de façon surprenante, il se retourne contre sa création.
Le roi Soleil Louis XIV avait aménagé le domaine de Marly pour lui et quelques intimes. Il y avait là un petit château, des bassins et des statues. En voici deux. Ce Neptune d'Antoine Coisevox menace un cheval avec les pointes de son trident. Il va égorger la bête qu'il a lui-même créée et dont il est habituellement le protecteur. Son visage exprime un désarroi extrême. On remarque le grand tissu qui est le seul vêtement du personnage. L'interprétation la plus plausible de ces œuvres amène à se référer à la fin de l'Atlantide, victime des eaux océaniques, victime de Neptune. Le dieu vénéré par les Atlantes, lassé de leurs péchés, a décidé de les détruire et leur terre avec eux. La statue placée en symétrie était celle d'Amphitrite, son épouse. Elle regardait le dieu et confirmait son message. On retrouve l'habituelle écharpe aux connotations macabres. Amphitrite la tient de la main gauche. Ce tissu ne fait pas partie de la coiffure. C'est la dame qui vient le plaquer contre les cheveux intentionnellement pour nous dire quelque chose. Les cheveux, anciennement chevelles, sont associés à l'écharpe pour confirmer l'action de Neptune d'écharper sa propre création. La galerie d'Apollon au musée du Louvre est une longue salle luxueuse décorée d'abord par Charles Lebrun, celui-là même qui allait peindre le plafond de la galerie des Glaces. Le programme décoratif exprime les cycles du temps. Le mur du fond est orné du tableau « Le triomphe des eaux » où Neptune et Amphitrite de Lebrun. Cette œuvre date une fois de plus du règne de Louis XIV. Nous ne serons pas étonnés d'y retrouver le thème précédemment développé. Tout ce que faisaient les artistes au service des rois portait la même patte ésotérique. Le couple divin arrive sur un char tiré par des chevaux. Le char est une sorte de bateau dont l'avant ressemble à une vague. Une grande écharpe est à nouveau présente. Elle est déroulée au-dessus des deux personnages. Elle nous ramène aux trois mots cités précédemment, à savoir les verbes écharper et chapeler, ainsi que le linceul, tous annonciateurs de Neptune le destructeur. Étrangement, des guirlandes pendent du plafond et viennent se superposer au tableau à côté de la grande écharpe. Ce détail renforce le codage, puisqu'une guirlande de feuillage était un chapelet, et le verbe chapeler donc signifiait frapper durement, tailler en pièces. Le char fonce vers un homme allongé accompagné de deux enfants. Le bambin de gauche aperçut le danger. Il tente d'alerter l'homme. Celui-ci est bien sûr affublé d'un grand tissu. D'ailleurs, une sorte de tapis est posé à terre sur toute la largeur. Pourquoi ? Parce que le verbe tapir était une variante de taper. Il signifiait frapper. C'est ce qui va arriver prochainement au personnage du premier plan. On retrouve un tapis ou rideau sur toute la bordure. C'est-à-dire que le rideau de la scène est levé. On nous permet de voir certaines choses habituellement invisibles. Le tapis indique que certaines réalités du passé de la Terre sont tapies, cachées. Les personnages du premier plan sont des Atlantes au mode de vie nonchalant, qui vont être anéantis par une catastrophe due à l'eau. C'est la même idée à droite. On est allongé, on est paresseux, on est concupiscent, on est décadent. À gauche, les personnages sont dans la confusion et le désordre. Triton souffle dans un coquillage pour annoncer le char de son père. Le vent souffle. Des personnes sont renversées comme après un choc. En résumé, ce panneau symbolise la destruction imminente du monde ancien sous l'action du dieu des eaux.
Le groupe sculpté majeur de Versailles est sans doute celui du bassin d'Apollon. Placé en bas des jardins, le dieu du soleil fait face au château. Le char du soleil va commencer sa course, mais à l'envers, puisqu'il s'apprête à décoller vers l'est. L'inverse du feu solaire est l'eau des mers et des océans. De fait, le personnage sur le char pourrait tout aussi bien être Neptune. Un alignement nous confirme l'ambivalence de la statue supposément d'Apollon. Le char d'Apollon est encadré par 4 tritons. Un triton désigne un homme à jambes de poisson, à l'instar de Triton, le fils de Neptune. En soufflant dans un gros coquillage, ils annoncent plus la venue de Neptune que celle d'Apollon. Joignons un des tritons du bassin d'Apollon au triton du premier plan du bassin de Neptune. La ligne passe exactement sur une statue d'Amphitrite. Elle est la mère de Triton. Cette statue découpe la ligne en 2 parties, dont la division fait exactement pi. Elle a sur la main et regarde une écrevisse, un animal qui nage à l'envers. Il existait d'ailleurs l'expression « aller à pas d'écrevisse » dans le sens de marcher en arrière. Le grand tissu habituel est là. Le concept d'inversion est une clé. Neptune a les mains à l'envers sur le manche de son trident. Apollon s'élance à l'envers, sur les eaux et non pas sur le feu. L'eau et le feu sont des inverses. Amphitrite contemple un animal qui nage à l'envers. Le concept d'inversion est une clé de décodage, à Chambord, à Versailles. Une des sculptures les plus belles des jardins de Versailles est celle d'Apollon servie par les nymphes. Elle a eu divers emplacements dans les jardins, notamment à côté d'Amphitrite. Platon a écrit qu'il y avait au centre de l'île Atlantis un temple magnifique qui abritait une statue en or de Neptune. Il conduisait son char doré sur les flots entouré de dauphins. L'Apollon de Versailles peut donc être interprété en tant que Neptune. Il ne manque que le trident. Et alors, le char d'Apollon-Neptune fonce vers le milieu de la galerie des glaces, juste devant lui. Il va récupérer son trident qui a été volé par les mortels. Déjà, il arrive au bassin de Latone, où une divinité punit des humains en les transformant en crapauds. Plus loin, au parterre d'eau, il accoste des personnages allongés près d'un vase et tenant un gouvernail. La mise en scène de la galerie d'Apollon est donc réitérée. Il y a des nymphes ou divinités des eaux. Comment ne pas penser à cette citation antique de Diodore de Sicile? Les Atlantides furent appelées nymphes, comme on appelait aussi les femmes des Atlantes. Ces gens indolents ne travaillent pas, ils se prélassent au bord de l'eau. Les cornes d'abondance témoignent d'une vie facile. L'homme est un Atlante qui se la coule douce. L'enfant ailé est une divinité. Constatant la corruption humaine, il va souffler dans un coquillage pour appeler Neptune le destructeur. Les gouvernails ressemblent à des avirons. Ils évoquent une culture maritime comme l'Atlantide par exemple. Avec leur gouvernail, ces gens gouvernent un empire. Ils ne sont pourtant pas à l'abri d'une inondation, d'un tsunami dévastateur, puisque Neptune arrive du fond des jardins. Plus loin encore, Apollon-Neptune arrive dans la galerie des glaces. Les maudits humains utilisent sans vergogne le trident sacré, ce qui ne va pas arranger les choses. Nous en parlerons dans un autre épisode. Il y a un objet important, souvent présent dans les diverses figurations.
Jusqu'ici nous l'avons ignoré, il s'agit du vase renversé. La scène du Neptune de la cour carrée en montrait 3. Il versait de l'eau. Logique puisque ce dieu est la personnification de l'élément eau. L'homme allongé de la galerie d'Apollon mettait la main à un vase renversé. On retrouvait le même type de vase dans certaines statues du parterre d'eau. Dans le code ésotérique de l'époque, ces personnages symbolisent le signe astrologique du Verseau. Le Verseau est considéré par les astrologues comme un signe d'air. Il se rattache pourtant à l'eau, puisque son logo montre un homme qui verse l'eau d'un vase. On notera au passage le jeu de mots, certainement volontaire, entre Verseau et verse-eau. Le château de Maison est un chef-d'œuvre architectural du XVIIe siècle. Il recèle notamment cette intéressante sculpture en bas-relief. L'archétype du personnage allongé avec un vase versant de l'eau se retrouve ici. En plus, l'homme est muni d'un trident. Il se présente donc comme Neptune. À gauche, son fils Triton annonce la venue de son père. Nous avons compris que lorsque Neptune arrive, c'est pour frapper. Derrière Neptune, une femme exhibe une branche de corail. Le corail est la beauté de la mer, mais aussi son danger. Le château d'Ancy-le-Franc possède une riche décoration intérieure. On y retrouve un dessin comparable. Le signe du Verseau qui nous est suggéré pourrait se comprendre comme l'ère du Verseau. C'est quoi une ère ? C'est une période de temps d'un 12e de la grande année de Platon. Chaque 12e est associé à un signe zodiacal. Vu ainsi, nous sommes actuellement à l'aube de l'ère du Verseau. On a l'impression que les concepteurs de l'architecture nobiliaire nous passent un message prophétique, celui d'une catastrophe majeure qui pourrait survenir pendant l'ère du Verseau. Elle serait due au dieu Neptune et donc causée par l'eau. À notre époque donc, nous approchons de l'ère du Verseau, tandis que l'ère des poissons touche à sa fin. Nous voyons le climat se dégrader et les désordres écologiques augmenter. Le temps prévu par les prophéties, la fin des temps annoncés est à notre porte. Nous allons assister progressivement à la fin d'un mode social et à la naissance d'un autre. Vous pouvez voir les vidéos de Didier Coillac sur l'apocalypse et le basculement des pôles. Retour au Louvre. Le pavillon de Marsan porte une représentation de Neptune. Il arbore virilement son trident. Amphitrite n'est pas loin. Le rameau de roseau est emblématique d'un milieu aquatique. Surtout, la femme touche la queue d'un poisson. En architecture, on trouve couramment des poissons dans cette étrange position, la tête en bas et la queue en l'air. Proposons l'interprétation suivante. Amphitrite nous indique la queue du poisson, qui est la fin du poisson, son extrémité. Le but serait d'indiquer la fin de l'ère des poissons. De plus, un poisson à l'air libre est mort ou mourant, il vit sa fin. Ce genre de dessin indique aussi le Verseau, puisque la queue est en l'air, vers le haut, Verseau. Globalement, le temps ciblé est celui de la fin des poissons et du début du Verseau.
Nous sommes maintenant dans la cour intérieure de l'hôtel de ville de Bruxelles. Un homme est semi-allongé, son torse est soutenu par un vase, qui verse de l'eau, dans sa main gauche le traditionnel gouvernail. L'homme est encadré par 2 enfants assis sur des poissons, qui ont la queue en l'air. L'enfant de droite souffle dans un coquillage, il annonce l'arrivée de Neptune. Ainsi le visage du personnage allongé est empreint d'une grande tristesse. Il sait qu'un désastre va survenir. De l'eau va être versée. Quand ? À la fin de l'ère des poissons ou au début de l'ère du Verseau. Pour illustrer cette idée, nous choisissons une statue d'Amphitrite du parc de Marly. Il existe bien d'autres exemples que nous aurions pu évoquer. La compagne de Neptune est assise près d'un gros poisson. Elle manipule une cordelette partiellement cassée qui prend son origine dans la bouche de l'animal. Ce poisson a été pêché. Il est maintenant sur la terre ferme. Pour lui, c'est la mort assurée, la fin. À cet égard, la cordelette symbolise le lien funeste qui lie l'animal. D'une certaine façon, il n'a plus d'air pour respirer. C'est l'âge de la fin de l'ère des poissons. Au château de Vaux-le-Vicomte, Neptune apparaît une nouvelle fois agressif, brandissant son trident. Il marche sur un poisson, une créature de son règne. Il n'est vêtu que d'un tissu flottant. Le dessin en symétrie représente une femme qui devrait logiquement être Amphitrite. Elle exhibe un éperon de cavalier. C'est correct puisque son compagnon est le créateur du cheval. Il en devient finalement le destructeur quand il détruit l'Atlantide. Éperonner un navire, c'est venir le fracasser avec la proue de son propre navire. Le lion apeuré, tapi aux pieds d'Amphitrite, évoque l'ère zodiacale du lion, pendant laquelle a pris place la fin de l'Atlantide. Le médaillon prend place dans un ensemble qui a la forme d'un vase ou d'un contenant vu de profil. Cet objet est fermé par un document déroulé au-dessus, symbolique d'un trésor culturel. Dans ce genre de représentation, chaque détail est signifiant. Les feuilles ou portes en ancien français, les oves ou œufs, symboliques d'une gestation. On attend l'ouverture du secret. Les formes spiralées sont évocatrices des coquillages ammonites, qui n'existent plus aujourd'hui que sous la forme de fossiles. Leur présence suggère qu'un cataclysme passé a pu modifier la carte du monde, certains fonds marins se retrouvant à la surface et inversement. Les spirales se prêtent à une autre compréhension, nous en parlerons dans une autre vidéo. L'espèce de coffre vu de profil, marqué de la figure de Neptune, est emblématique d'une connaissance antédiluvienne, héritée de l'Atlantide ou alors d'une connaissance de l'Atlantide. Le jardin de Vaux-le-Vicomte est l'œuvre fondatrice du jardin à la française. Il a été créé par André Le Nôtre, mis à contribution ensuite pour le projet versaillais. Nous découvrons à Vaux 2 petits bassins dits des tritons. Nous savons déjà que Triton est le fils de Neptune. Un triton a aussi désigné une représentation d'humain à jambes de poisson. Ces bassins comportent chacun un îlot central. Ici, un homme est affalé, comme renversé par un choc physique qu'il vient de subir. Un tsunami vient de passer. Ce poisson a été déposé par la vague. Si le personnage est Triton, il vient d'être bousculé par son père comme c'était le cas dans une statue du Louvre. Il accomplit son action symbolique de souffler dans une conque. Si le personnage est un simple humain, il est un Atlante sur son île, il appelle son dieu Neptune au secours. L'autre bassin montre une femme dans la même situation. Le couple est ainsi reconstitué.
On note au passage que le mot couple peut donner le coup, celui de Neptune. À Versailles, il existe 2 bassins des couronnes présentant des affinités avec les bassins des tritons de veau. Les personnages ont des jambes de poisson. Ils sont donc des tritons. Ils sont couchés. Cette femme dansait comme une insouciante quand la mort la saisit. Cet homme jette un regard surpris vers le ciel, là d'où est venu le choc. Celui-ci, hagard, protège instinctivement sa tête. Celui-là sonne du corps pour appeler à l'aide. Ces tritons rappellent une histoire antique, celle du lac Tritonis. L'historien grec Diodore de Sicile affirmait que le fleuve qui se jetait dans ce lac se nommait le Triton. Le lac Tritonis était localisé en Libye, alors que Platon écrivait que les Atlantes avaient conquis la Libye. Diodore de Sicile a raconté comment ce lac fut enseveli sous la terre à la suite de tremblements de terre. Et justement, le nom grec de Neptune Poséidon est le causeur de tremblements de terre. Les statues apparaissent comme les survivants de la catastrophe de Tritonis, qui en évoque une autre, celle qui vit l'Atlantide sombrer au fond de l'océan. La facette violente du dieu Neptune a été utilisée pour crypter le cataclysme terminal de l'histoire de l'Atlantide. Ce codage a été appliqué avec tant d'ampleur qu'il nous oriente vers 2 conclusions possibles. La royauté française pouvait être en possession d'informations précises concernant l'Atlantide. Il pourrait s'agir de textes sur un type de support ou un autre, ou même d'objets certifiant l'existence réelle de cette île. Voir la vidéo L'Atlantide codée dans les monuments sur cette chaîne. La réalité peut dépasser la fiction. Il a pu exister une Atlantide qui connaissait une science avancée, avec des applications technologiques au moins égales à celles que l'on a aujourd'hui. Les Atlantes, sachant qu'ils allaient disparaître, auraient laissé un héritage culturel sous la forme de dépôts cachés en différents endroits de la Terre, dont la France. Les rois auraient connu ces trésors culturels. Les artistes, les décorateurs au service des commanditaires semblent nous passer une idée prophétique, celle qu'un cataclysme dû à l'eau pourrait se reproduire dans le futur. L'époque ciblée paraît être celle de la transition entre les ères des poissons et du Verseau. En cette année 2020, où la Terre vit des changements importants, réchauffement climatique, fonte des calottes glaciaires, augmentation des catastrophes naturelles, disparition des animaux, il semble évident que nous vivons des temps très particuliers qui pourraient avoir été prévus il y a des siècles. Vivrons-nous bientôt un basculement des pôles de la Terre? L'avenir nous le dira. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne